Je crois qu'il est 31. Je vous propose qu'on démarre et puis les personnes vont se connecter au fur et à mesure. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue du coup à notre webinaire Comment renforcer les compétences de mes salariés avec des démarches d'entreprise, présentation d'ingénierie de formation et des témoignages d'acteurs bretons. On n'a pas que des acteurs bretons aujourd'hui qui témoignent, on a également des experts qui nous viennent d'ailleurs. Alors, ce pas des experts Miami ou Las Vegas, c'est des experts lyonnais. Donc, je m'appelle Karim Gemma, je travaille pour Transition Pro Bretagne, je suis chargé de projet Cléa et on est ravis aujourd'hui de vous accueillir pour ce webinaire. Donc c'est un webinaire qui se co-organise avec tous les partenaires que vous voyez sur cette première page, donc tous les OPCO, France Travail, la région Bretagne, l'État, la NLCI du coup. Ce webinaire s'inscrit dans les journées nationales de lutte contre l'illettrisme. Donc pour en échanger, aujourd'hui, on vous propose donc un format webinaire avec bien sûr des possibilités d'interagir pour vous avec la fonction de chat. Euh, le webinaire sera enregistré, donc on pourra vous transmettre bien sûr les éléments par suite à la fin de ce webinaire pour accéder à un lien. On pourra vous transmettre le support également pour éviter ce genre de questions dans le chat. On vous propose une présentation qui s'articulera d'abord par une introduction. On a la chance d'avoir avec nous Hervé Fernandez, en fait, directeur de la NLCI. Ensuite, nous aurons Claire Marx qui va euh, présenter quelques préjugés, en fait, et essayer de déconstruire plutôt quelques préjugés, en fait, sur les actions de formation sur les compétences de base. Ensuite, nous aurons deux organismes de formation bretons en fait, qui témoigneront un petit peu de leur expérience et de leur expertise sur la mise en place d'actions de formation dans le domaine des compétences de base. Et enfin, on a la chance d'avoir un responsable formation d'une entreprise bretonne qui a mis en place une action de formation sur les compétences clés qui pourra témoigner un petit peu de son expérience. Donc le tout en 1 heure. Donc euh, je passe la main à Hervé Fernandez, si vous voulez bien prendre le relais. Alors désolé pour cette petite coupure. Je suis à Lille aujourd'hui et visiblement j'ai un peu des difficultés avec la Wi-Fi, mais on va y arriver. Je voulais saluer l'initiative de tous les partenaires qui travaillent dans le groupe compétences de base au travail et qui en Bretagne et qui ont pris l'initiative de cet événement et vous dire aussi que on est très heureux de pouvoir saluer votre participation. Si vous consacrez du temps à participer au webinaire ce matin, c'est qu'au fond, un peu comme nous, vous ne vous résignez pas, n'acceptez pas l'idée qu'il y a encore dans notre pays beaucoup trop de personnes qui ne maîtrisent pas un socle de compétences de base essentielles pour être autonomes au travail dans la vie quotidienne. Mais aussi, je pense que vous avez envie d'agir et le webinaire va vous proposer des pistes, des repères pour que vous puissiez concrétiser cette envie d'agir. Karim le disait, le webinaire s'inscrit dans une dynamique des Journées nationales d'action contre l'illettrisme. Alors chaque année, on souhaite, début septembre, mettre la lumière sur le problème de l'illettrisme, de l'électronisme aussi, qui touche beaucoup de personnes. On souhaite aussi faire connaître les solutions qui ont pu être mises en œuvre, faire témoigner ceux qui sont sortis de l'illettrisme et celles et ceux qui mettent en œuvre des solutions pour donner une information solide à celles et ceux qui ont envie de réapprendre pour qu'ils puissent savoir qu'il existe des solutions près de leur domicile. C'est vraiment le sens de ces journées nationales et en Bretagne, cette année, il y a plus de 50 manifestations qui sont organisées sur le territoire. Il y en avait une quarantaine l'année dernière. Donc on voit que la mobilisation s'amplifie. Cette mobilisation, elle s'amplifie aussi au niveau national et elle commence à produire des résultats puisque on a eu notre observatoire de l'illettrisme et de l'électronisme vient de rendre public vendredi dernier une photographie de l'illettrisme dans notre pays. Donc, comme je l'évoquais, il y a 1 400 000 personnes qui sont confrontées à cette situation. Au-delà de ce chiffre un peu important, ce qu'on note, c'est que 55% de ces personnes sont dans l'emploi.
On sait que l'illettrisme, l'électronisme est davantage déterminé aussi par l'âge des personnes, puisque la moitié des personnes confrontées à ces difficultés avec les savoirs de base, a plus de 55 ans, 45 ans, pardon, excusez-moi, la moitié a plus de 45 ans. Et donc on sait aussi dire que, parmi les personnes confrontées à l'illettrisme, à l'électronisme qui travaillent, eh bien, 70 d'entre elles, sont des ouvriers, des employés, 30 n'ont pas de diplôme, 40 ont un CAP. On sait dire aussi que le taux d'illettrisme, chez les personnes qui ont un contrat à durée indéterminée, il est de 8 mais il monte à 14 On a perdu le son, je pense, de Monsieur Fernandez. Bon, peut-être que ça va revenir Voilà, en je quelques suis secondes. désolé. C'est bon, ça revient. Super. Ouais, vraiment navré et donc voilà, l'illettrisme a à voir aussi avec, le travail à temps partiel. Les personnes, à temps partiel ont un taux d'illettrisme plus élevé, donc tout ça est très lié aussi aux conditions de revenus, aux conditions de vie, aux conditions de logement. Voilà, si on met en lumière ces données à l'occasion des journées nationales, c'est vraiment pour porter un message, auprès des décideurs, auprès de ceux qui ont les moyens d'agir, auprès de ceux qui peuvent faire quelque chose pour que, voilà, on prenne la mesure de l'urgence qu'il y a à agir et de l'importance aussi. Cette mesure, vous l'avez prise en Bretagne avec, les premiers travaux qui ont été conduits par le groupe, le groupe de travail qui a été initié et le webinaire du 12 mars qui visait à répondre à la question: «Pourquoi il faut agir et pour quelles raisons, agir?» C'était une approche un peu, sur les définitions. Bon, vous avez posé le cadre et aujourd'hui, vous êtes davantage sur le comment faire pour avancer, comment agir et vraiment là, je salue le témoignage de toutes les entreprises qui participent au webinaire, à ceux qui font aussi, qui vont pouvoir, apporter un éclairage sur leur façon de faire. Je termine en vous souhaitant à toutes et tous des bonnes journées nationales. Je sais qu'il y a des très belles initiatives qui sont installées. Il y a la DRETS qui, propose des groupes. Il y a la chaire Vivre Ensemble, la Rennes 1 aussi qui, diffuse cette semaine, un film sur des témoignages d'entreprises. Il y a les centres de formation qui sont, mobilisés, qui vont témoigner, aujourd'hui. Il y a des missions locales, enfin voilà, il y a une forte mobilisation dans le monde du travail et on sait que c'est particulièrement important dans le contexte où, les transformations numériques au travail, les transformations dans la manière de travailler, bah, percutent les salariés les plus fragiles et votre engagement, il est déterminant parce que, il permet bien sûr d'améliorer les conditions dans lesquelles on travaille, la qualité de vie, au travail et la performance certainement des entreprises, mais ça a un effet indirect et qui est pas le moindre puisque les personnes qui bénéficient de solutions de formation de base, bah, elles sont plus à l'aise, au travail, mais elles le sont aussi dans leur, famille, elles le sont aussi dans avec leurs enfants, elles le sont aussi dans la relation avec, l'école, qui accueille leurs enfants et on sait que ça peut, déterminer beaucoup de choses et qu'on n'est pas, astreint ou condamné à être en situation d'illettrisme, toute sa vie. On peut, sortir de cette situation et vous le démontrez à travers, vous allez le démontrer à travers les témoignages qui vont vous être présentés ce matin. Je vous souhaite un très bon webinaire Merci et pour ce. je salue aussi la mobilisation d'Hélène, hein, qui a orchestré les journées nationales en Bretagne et qui le fait de très belle manière et bravo Hélène pour cette mobilisation cette année encore. Merci pour cette introduction, Monsieur Fernandez. Je passe le relais à Marina et Claire, si vous avez la possibilité de prendre la parole. Bonjour, Bonjour. bonjour à tous. Bonjour. Je vous laisse vous Euh, présenter peut-être. Oui. oui, bonjour Marina Lequiré, donc chargée de projet pour Acto en Bretagne. Et moi, je suis Claire Marx, je travaille à l'ALPES. L'ALPES, on est un organisme de formation lyonnais qui travaille sur le champ des compétences de base. Donc avec Claire, nous allons essayer de dépasser quelques préjugés de ce que nous pouvons peut-être entendre en entreprise. Alors ce qu'on veut effectivement aborder ce sujet de l'illettrisme ou plutôt la maîtrise des compétences de base.
Alors Claire, premier préjugé qu'on peut entendre, c'est qu'il n'y a pas forcément de besoin dans mon entreprise et que nous n'avons que des bons professionnels. Qu'auriez-vous à répondre à cela? Alors c'est, la première chose, c'est de savoir qu'il y a aucun lien entre le professionnalisme et l'illettrisme ou les lacunes en compétences de base. Je dirais même au contraire, puisque bien souvent les salariés en situation d'illettrisme ou en déficit de compétences de base vont mettre en place des stratégies, pour ne pas être, repérés, puisqu'on sait bien que c'est une situation qui provoque, de la honte, voilà, on n'a pas envie en fait, hein, qu'on perçoive nos difficultés et donc bien souvent, on perçoit à l'inverse que ce sont de très bons professionnels, puisqu'ils vont déployer des stratégies conséquentes pour éviter d'être repérés d'une part et pour faire quand même ce qu'ils ont à faire, malgré leurs difficultés. Mais est-ce que ça sert à quelque chose? Parce que jusqu'ici, moi, mes salariés se débrouillaient très bien. Il n'y a pas besoin forcément de maîtriser les compétences de base pour être autonome dans son activité professionnelle. Alors ça, c'est un préjugé très courant, voilà, qui serait l'idée que les compétences de base, c'est le volet, école. C'est-à-dire, l'école, elle doit faire son travail, elle a pas fait son travail. Les personnes savent pas bien lire, pas bien écrire, pas bien compter, donc c'est pas mon problème. En fait, ce dont on se rend compte de plus en plus, c'est que les compétences de base, ce sont des compétences professionnelles à part entière, puisque, de plus en plus de métiers, y compris des métiers de premier niveau de qualification, nécessitent de mobiliser ces compétences, de base. Avec la croissance du numérique notamment, il y a une réelle croissance des écrits et ça dans tous les postes en fait. Donc je vais vous donner des exemples très concrets, hein, en essayant de couvrir le maximum de secteurs pour que ça parle au maximum, d'entre vous. Hem, Quelqu'un qui travaille dans la propreté, mais aussi dans, certains métiers industriels, il doit être capable de réaliser des dosages, des fois très précis, donc ça c'est de la compétence mathématique. Quelqu'un qui travaille dans le BTP ou, aussi dans le milieu industriel doit être capable de lire un plan ou un schéma. Donc, quand on maîtrise, le socle des compétences de base, ça paraît très simple, mais en fait, le plan, le schéma, ça nécessite une capacité à s'orienter dans l'espace, à mobiliser parfois des échelles, qui a un raisonnement, assez compliqué. Dans, l'industrie aussi, dans différents métiers aussi du transport, de la logistique, on est amené à de plus en plus mobiliser des machines, des outils, numériques et le numérique, on sait bien que c'est à la fois une compétence, clé, et c'est aussi, ça demande de savoir lire et bien souvent aussi de lire des données chiffrées. Donc vous voyez, ce sont des compétences clés, croisées qu'on doit mobiliser et enfin, tous autant qu'on est, en fait, on doit de plus en plus renseigner des documents de traçabilité. Donc on va mobiliser là aussi des écrits, du numérique, et donc c'est important de pouvoir, en plus être assez précis finalement dans les écrits qu'on mobilise et je dirais le dernier volet, c'est, pour pouvoir, évoluer, professionnellement, on doit pouvoir accéder à des formations et on sait bien que les salariés en situation d'illettrisme ne vont pas en formation ou très peu, d'une part parce qu'ils ont peur de l'apprentissage, hein, puisque l'illettrisme, c'est aussi qu'on a eu un blocage avec l'apprentissage, donc on n'a pas envie d'y retourner. Mais aussi quand ils y vont, ils ne profitent pas, ils ne bénéficient pas des formations techniques, voire souvent ils sont en échec puisqu'ils n'ont pas le socle suffisant pour pouvoir, mémoriser des informations, prendre des notes. Donc ça les bloque et pour finir et je pense que ça touche toutes les entreprises, c'est l'aspect reconversion, vous voyez, ou reclassement professionnel suite à usure ou maladie. On sait bien que les compétences de base, évidemment sont moins maîtrisées chez des salariés de premier niveau de qualification. Ce sont souvent les métiers les plus touchés par l'usure et quand on veut, se reconvertir, des fois, on doit déployer d'autres, compétences et si on n'a pas le socle, on est coincé. Donc pour toutes ces raisons, en fait, on est bien sur des compétences professionnelles. Les compétences clés, sont bien professionnelles. Merci Claire pour cet argumentaire et pour Mmh. poursuivre du coup, alors ça reste, difficile aujourd'hui de positionner un salarié, sur ce type de formation. On se dit qu'ils seront pas enfin, déjà c'est pas forcément évident d'en parler, qu'ils ne seront pas forcément non plus eux enthousiastes à partir en formation et puis c'est quand même un peu stigmatisant tout ça. Comment comment faire? Alors, en effet, il faut avoir un peu de tact et puis je pense qu'il faut être sensibilisé à la manière dont on en parle avec les salariés, mais il faut quand même avoir conscience, en tout cas pour ce qui est de l'illettrisme, que comme c'est un poids souvent qu'une personne peut avoir porté toute sa vie, quand elle a une porte de sortie, finalement, elle la prend bien souvent. Donc il faut se dire que si on regarde cette problématique comme, j'allais dire avec bienveillance, mais comme une problématique dont on peut sortir, heu,
pose une solution, on va être surpris parce que bien souvent la personne va prendre, la main qu'on lui tend, si vous voulez. Et moi, c'est ce que je dis souvent, hein, quand je sensibilise des entreprises, il faut se dire que, on a besoin de réparation quand même. Quand on a vécu, l'échec scolaire et qu'on est en réelle difficulté et qu'on lutte avec ça tous les jours, parce que ça nous freine dans les actes, quotidiens aussi, hein. L'idée que, on puisse, trouver, une issue et pouvoir, vraiment progresser et sortir de cette situation, c'est un vrai, besoin pour la plupart Mmh. des personnes concernées. Très bien. Voilà. Donc, dernière question, dernier préjugé qu'on peut aussi entendre, c'est que ça peut être compliqué à mettre en place parce que, on a des salariés avec des problématiques différentes, des besoins différents, des attentes aussi différentes. Donc, comment on peut faire justement pour, arriver, finalement à satisfaire et peut-être à monter, un groupe au sein de l'entreprise en intra, pour tous mes salariés qui auraient, un besoin ou qui seraient sur un même métier, par exemple, comment ça se monte tout ça? Ah ça, c'est très important parce qu'effectivement, si une entreprise veut monter une formation, c'est très rare qu'elle puisse faire des groupes, vous voyez? 4 ou 5 groupes. Bien souvent, c'est ce que vous dites, hein. Il y a, 10 salariés à former, c'est les 10 salariés que j'ai, voilà, qui sont en difficulté, que j'ai identifiés, et cetera. Donc, nous à l'ALPES, on dit de toute façon l'homogénéité dans les groupes d'adultes, ça n'existe pas. C'est un leurre puisque chaque, personne, elle a son parcours, elle a son emploi, elle a, son expérience, professionnelle qui lui a amené à développer des compétences. Elle a sa vie de famille peut-être, sa vie sociale qui lui amène aussi des compétences. Donc de toute façon, même une des personnes qui auraient des parcours très, très proches, elles ne seraient pas de même niveau, si vous voulez. Donc ça, c'est la première chose et puis on dit aussi, en fait, dans des groupes d'adultes, il faut partir de ce que les personnes, elles savent faire. Donc un bon organisme de formation, comme vous en avez dans votre, région, c'est, en fait, partir des acquis des personnes. C'est là où c'est pas du tout scolaire, en fait, hein, la formation, sur les compétences de base, sur les compétences clés pour les adultes. Et donc va tenir compte, des acquis de chacun et de son potentiel d'apprentissage. Pour ça, il faut effectivement avoir des groupes qui sont suffisamment petits pour pouvoir personnaliser, hein, les apprentissages et je dirais c'est très important en intra d'autant plus, hein, pour une même entreprise, vous allez avoir plein de communs entre les gens. Puisqu'en fait, ils mobilisent, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils sont confrontés à des mêmes situations de mobilisation de compétences clés. Ils vont avoir les mêmes documents à lire, les mêmes écrits peut-être à produire, les mêmes raisonnements mathématiques à mobiliser. Donc on part de ce commun et on va personnaliser, chaque apprentissage pour que chaque personne puisse progresser à son niveau. Ce qui est très important aussi dans la formation pour adultes sur ce champ, c'est se dire qu'il n'y a pas de pression à passer un diplôme. Donc l'idée qu'on a parfois à l'école où il faut que tout le monde avance au même rythme, là, nous, on l'a pas. C'est-à-dire on va avancer avec chacun par rapport à son projet, par rapport à ses difficultés. Donc au contraire, hein, je dirais, nous, l'ALPES, qui menons beaucoup de formations pour des salariés d'entreprise, on s'aperçoit que l'hétérogénéité, c'est plutôt une richesse. Mais pour ça, il faut pouvoir bien l'expliquer, en tout cas bien rassurer les salariés sur ce volet et puis bien s'appuyer sur ce qui est à travailler dans le concret, vous voyez, de l'entreprise et du métier. Merci Claire pour ces précisions. Avec plaisir. On te redonne la main, Karim. Merci. Écoutez, je vais passer tout de suite la main à Nicolas Djewzieski, qui représente le réseau des Greta. Est-ce que Bonjour. c'est bon? Oui, pour vous? Merci. Si vous m'entendez, c'est bon. Donc Super. bonjour, Nicolas Djewzieski, conseiller en formation professionnelle pour le réseau des Greta CFA. Nous sommes présents en Bretagne à travers 4 Greta, qui sont grosso modo des Greta départementaux, et à travers 13 agences territoriales, ce qui nous permet d'être au plus proche de chacun des bénéficiaires, de chacune des entreprises. Sur chacune des agences, vous trouvez systématiquement un conseiller en formation professionnelle, donc un de mes collègues, en charge des compétences de base et du dispositif Cléa, et également une équipe d'évaluateurs Cléa et de formateurs. Donc, je suis très content de passer juste après Madame Marx, puisque j'adhère à 100% de ce qu'elle a dit. Donc, je vais essayer de ne pas faire trop de redites sur ma diapo suivante, qui souhaitait balayer un petit peu ce que je pourrais appeler les facteurs clés de réussite. Mais beaucoup de choses ont déjà été dites, mais ce n'est pas grave. J'y reviens assez rapidement et ça me laissera plus de temps pour témoigner d'expériences concrètes. Donc, la première chose importante, c'est une rencontre entre l'organisme de formation et l'entreprise qui nous permet de bien définir les objectifs et comprendre le contexte dans lequel vous souhaitez
qu'une formation aux compétences de base soit mise en place. Donc, si vous avez une idée précise des difficultés auxquelles sont confrontés vos salariés, on va en discuter pour essayer d'apporter la meilleure réponse, mais on peut même considérer que cette prestation d'accompagnement conseil peut se faire encore plus en amont, c'est-à-dire auprès d'une entreprise, d'un manager qui aurait quelque part l'intuition, l'impression que ses salariés rencontrent des difficultés sans être capable de poser un diagnostic précis et de dire de quelle nature sont ces difficultés. Madame Marx l'évoquait, les personnes en situation d'illettrisme ou plus globalement qui rencontrent des difficultés sur les compétences de base déploient énormément de stratégies pour que ça ne se voit pas trop. Ce qui fait que c'est parfois difficile pour vous de le repérer. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important, le travail en amont. Il y a une autre étape clé avant de démarrer le dispositif qui est l'information à destination des salariés. Et là encore, Madame Marx l'évoquait, il faut l'adhésion du bénéficiaire. Il faut qu'il soit en confiance, dans un cadre bienveillant, et qu'il comprenne pourquoi l'entreprise lui propose cette formation et quels bénéfices il pourra en tirer. Et dans l'introduction, ça a été dit également, au-delà du contexte professionnel, en termes de bien-être au travail et de vie personnelle, c'est très important aussi, puisqu'ils sont en difficulté, pas qu'au travail. Le dernier point, enfin, et là encore, Madame Marx l'a évoqué, c'est l'individualisation. On a des groupes qui sont nécessairement hétérogènes, et je la rejoins. Ils ont beau occuper le même poste, avoir les mêmes qualifications et à peu près le même parcours. Chaque individu est différent, chacun rencontre des difficultés différentes. Donc nous, on travaille sur ces compétences de base qu'en dispositif individualisé. Toujours en groupe, parce que ça s'organise comme ça d'un point de vue logistique, mais toujours en individualisation. Autant que possible, on souhaite travailler sur des documents authentiques, c'est-à-dire avec une phase de travail en amont avec l'entreprise pour proposer aux salariés des contenus de formation qui se rapprochent au maximum de leurs conditions de travail. On ne retourne pas à l'école, on ne sort pas des manuels scolaires, on travaille sur les process de l'entreprise, sur les documents authentiques sur lesquels le salarié travaille. Et dernier point, il est tout à fait envisageable et parfois pertinent de mettre en place un binôme de formateurs, un spécialisé dans les compétences de base, le socle de compétences et connaissances professionnelles, et un qui peut apporter un apport plus technique. Ça peut notamment être nécessaire pour des entreprises qui mettent en place ce type de dispositif dans le cas d'évolution d'outils de production, un changement de chaîne de production, des nouveaux process qui arrivent, et là, c'est important qu'on puisse s'appuyer sur ce binôme. J'arrête avec les généralités et je vais passer à 3 exemples concrets d'entreprises avec lesquelles notre réseau a travaillé. Donc le premier, alors sur ces 3 exemples, je vais essayer de suivre à peu près la même trame, c'est-à-dire resituer le contexte de la demande, expliquer comment on a travaillé en amont avec l'entreprise, comment a été faite l'information aux salariés et un petit bilan de l'action, ce qui a fonctionné, ce qui a moins fonctionné. Donc, le premier exemple, c'est la Sodexo, une entreprise de restauration et de services aux entreprises, où là, on est dans le cas d'un manager qui, au sein de son équipe, a repéré, sans réellement réussir à mettre le doigt sur la nature du problème, mais a repéré des salariés qui mettaient en place des stratégies, qui oralisaient, qui s'arrangeaient toujours quand il y avait à prendre en main un document pour que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse. Enfin, voilà, des petits signaux observés au quotidien qui ont amené le manager à s'interroger sur la maîtrise des compétences de base de ses salariés. Donc, on a échangé en amont. Il a évoqué ces difficultés et tout en étant très clair sur le fait qu'il ne posait pas de diagnostic. Et ce qu'on lui a proposé dans ce cadre-là, nous, c'est de mettre en place un dispositif, de faire entrer ses salariés dans une démarche de type CLEA. C'est-à-dire une première étape par une évaluation CLEA, une évaluation préalable, qui permet de faire le point sur les acquis des salariés. Et là, on rejoint ce que disait Madame Marx, tout le monde a des acquis, et il est important de pouvoir s'appuyer dessus. Ça place le salarié dans une dynamique qui est beaucoup plus positive que d'entrer directement par les difficultés. Donc, le dispositif CLEA permet d'objectiver les acquis des salariés. Parfois, ils prennent conscience d'acquis qu'ils ignoraient, et c'est quelqu'un d'autre de parfaitement neutre qui les aide à en prendre conscience. Et à l'issue de l'évaluation préalable, on repère clairement les besoins en formation qui sont individualisés, puisque chaque évaluation aboutit à des résultats différents. Donc ça, c'est le dispositif qu'on a proposé. Au niveau de la communication aux salariés, l'entreprise a fait le choix de le proposer à l'ensemble de l'équipe et de ne pas se cibler uniquement sur les personnes qu'il avait repérées. Donc, c'était une équipe d'une dizaine de salariés
Au final, il y en a 5 qui sont entrés sur le dispositif. Donc, sur la communication, l'entreprise a fait le choix de nous associer. C'est-à-dire que nous avons participé à ce temps d'information avec le manager pour présenter à l'ensemble de l'équipe le dispositif qu'on proposait. Donc, il y a 5 salariés qui sont entrés sur le dispositif. Sur les 5, il y en a 2 qui ont obtenu le CLEA directement, donc qui n'ont pas eu de formation derrière, mais ça a été très bénéfique pour eux en termes de valorisation, de dynamique. En fait, CLEA, quelle que soit l'issue, qu'on obtienne ou non le certificat, c'est toujours positif, toujours, pour le salarié. Donc, pour les salariés qui sont entrés sur le dispositif de formation, ils étaient 3, dont 2 qui étaient dans des situations d'illettrisme. Donc, il y a eu un dispositif de formation qui a été mis en place donc pour un tout petit groupe. On n'avait que 3 salariés, avec une formation individualisée. Et au final, à la fin du dispositif, 2 ont obtenu la certification CLEA en évaluation finale. Et 1 n'a pas obtenu la certification CLEA. Mais ce n'est pas grave, parce que CLEA, ce n'est pas un diplôme, ce n'est pas une pression qu'on se met pour l'obtenir à tout prix. Le salarié a 5 ans pour continuer à progresser et valider son CLEA. Et dans tous les cas, il est ressorti d'une part en ayant conscience de ses forces et d'autre part, on l'a mesuré avec l'évaluation finale, en ayant progressé sur ce qu'il mettait en difficulté. Donc ça, de notre point de vue et du point de vue de l'entreprise, c'est un dispositif qui a atteint ses objectifs et qui a été satisfaisant. Le deuxième exemple, je vais être plus rapide, c'était un conseil départemental qui a fait appel à nous pour sécuriser une évolution de poste des agents qui étaient contractuels et qui allaient être titularisés. Et dans ce cadre-là, l'interrogation de l'entreprise portait sur le travail en autonomie. Enfin, de l'entreprise, de l'employeur, puisque c'est un employeur public. C'est-à-dire que c'était des salariés qui travaillaient en équipe, qui travaillaient très bien, qui exerçaient au quotidien leur mission de manière tout à fait satisfaisante, mais qui allaient être amenés dans cette évolution de poste à travailler seuls. Et donc, l'entreprise a voulu sécuriser, il faut que j'arrête de dire l'entreprise, le conseil départemental a voulu sécuriser cette évolution qui était anticipée en s'assurant que le salarié, l'agent public, n'allait pas être en difficulté sur ce nouveau poste où il aurait à travailler en autonomie. Donc là, on n'a pas proposé un dispositif de formation, mais on a proposé le dispositif CLEA, la passation d'une évaluation et l'obtention pour tous les agents concernés du certificat CLEA, qui a permis de rassurer l'employeur sur cette évolution, mais aussi le bénéficiaire, l'agent public, il s'est lui-même rassuré sur sa capacité à évoluer. Donc, c'est quelque chose qui a permis de sécuriser une évolution de poste. Je vois qu'il me reste très peu de temps pour le dernier exemple. Je ne cite pas le groupe, puisque c'est en quelque sorte un contre-exemple. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'a pas fonctionné. Là, on parle d'un groupe national qui a lancé un dispositif qui était piloté nationalement. Donc, notre réseau, le réseau des Greta étant un réseau national, a répondu à une consultation. On a répondu à un cahier des charges qui a été défini par l'entreprise et nous n'avons pas pu faire ce qu'on évoque depuis tout à l'heure, c'est-à-dire le travail en amont de définition ensemble des objectifs. Donc, nous, on a répondu à un cahier des charges. Notre réponse a été jugée satisfaisante et nous avons été référencés. Donc, le premier point, c'est pas de travail en amont. Ensuite, sur la communication aux salariés, on est sur un groupe national. C'est un projet qui a été piloté nationalement et dont les objectifs ont été définis nationalement. Et le déploiement sur le territoire dans les agences a été confié à chaque responsable d'agence, à chaque manager de proximité, sans associer notre réseau. C'est-à-dire que l'entreprise voulait seule présenter le dispositif. Donc, le dispositif a été présenté par des gens qui n'avaient pas été associés à sa construction, qui peut-être, et je ne sais pas, puisqu'on n'y était pas, n'en avaient pas bien compris les objectifs et n'ont pas pu bien en parler. Et au final, ce dispositif n'a été que très, très peu activé. On parle d'une entreprise, d'un groupe qui a plusieurs dizaines de milliers de salariés. On compte les groupes sur le doigt de la main. Donc voilà, beaucoup d'énergie et de temps pour l'entreprise, pour nous également, pour au final accoucher d'une souris parce qu'on a peut-être pas pris la bonne échelle, peut-être pas pris le temps de co-construire en amont. Donc voilà, j'arrive au bout de mes 10 minutes. J'avais promis à Monsieur Gemal de ne pas être trop bavard, ce qui est toujours difficile pour moi. Mais je vous remercie en tout cas de m'avoir proposé de témoigner et de participer. Merci à vous et vous êtes pile poil dans le timing. Eh oui. Merci. Je passe sans attendre le relais à Maëlle Lelay et puis Madame Pichetta qui représente le CLPS.
Oui, bonjour. L'idée de notre intervention aujourd'hui, c'était de pouvoir réexpliquer comment déployer une réponse formation pour traiter les problématiques d'illettrisme dans les entreprises. Et, euh, et je vais rebondir sur les propos de mes collègues précédemment, sur la nécessité évidente, mais toujours nécessaire d'être rappelé de bien définir les objectifs. Traiter les situations d'illettrisme, il y a deux acteurs clés dans une démarche d'entreprise. C'est évidemment l'angle de l'entreprise et l'angle RH en recueillant les attentes des interlocuteurs au sein de l'entreprise. Quelle est la problématique ciblée et quels sont les attendus au poste? En quoi ce qui est décelé comme une difficulté pour laquelle ils ne vont pas nécessairement, en effet, avoir fait un diagnostic qui leur permette de mettre des mots sur les problèmes constatés, mais et ne pas nécessairement parler d'illettrisme. Pour autant, on va clarifier les attendus au poste et rendre ça le plus explicite possible pour permettre et s'appuyer sur ces arguments pour interpeller ensuite le deuxième acteur clé, qui est le salarié qui s'engage dans un parcours et qui va accepter de rentrer dans un dispositif de formation, l'aider à consolider ses acquis, parce que ce salarié, comme le disait Madame Marx, il est compétent, hein, c'est un professionnel du secteur, il a toutes les compétences requises, il a cependant quelques difficultés, quelques besoins de développement à acquérir. Moi, je parle de développer l'autonomie. Et à travers ces éléments-là, on va mener des entretiens avec les salariés pour élaborer un parcours de formation et tenir compte, un peu comme le disait d'ailleurs le Greta dans le process, des acquis pour contextualiser un parcours de formation et individualiser un parcours de formation dans une dynamique collective. On va savoir faire de la formation avec des objectifs spécifiques auprès d'individus dans un collectif en formation. Deuxième point, pour que ce soit efficace, pas stigmatisant, dynamisant, on va nécessairement mettre en place de la contextualisation. C'est-à-dire qu'on va partir de la situation de travail, on va partir donc des connaissances acquises, des activités déployées par les travailleurs, par les salariés en poste, qui vont nourrir les supports pédagogiques et amener une contextualisation des apprentissages en partant des documents authentiques de l'entreprise issus des situations de travail. On le redit et on réexplique, hein, on a besoin de comprendre pourquoi cette fiche de transmission n'est pas complétée, pourquoi les dosages ne sont pas bien ajustés, ou pourquoi finalement pour avoir un dosage ajusté, ça nécessite de vérifier une fois, deux fois, trois fois et de demander le contrôle d'un collègue. On va lever ces choses-là avec une première démarche qui va consister à redonner confiance à l'individu. Et pour cela, on s'appuiera nécessairement sur ces fameux documents authentiques. Mais construire un parcours de formation, on sait le faire dès lors qu'on a les salariés qui s'engagent dans le parcours. Ce qui compte, c'est pareil, on est dans des parcours de formation, on va dire, avec de l'alternance, on est des rythmes discontinus. Et travailler sur ces savoirs et consolider les savoirs fondamentaux, ça se fait avec une alternance entre des situations de travail propices à la consolidation des apprentissages et des situations de formation. Et donc là, on a besoin de l'engagement de toutes les parties prenantes. Toutes les parties prenantes, et le premier acteur qui peut vraiment freiner la démarche, c'est l'encadrant de proximité. Si l'encadrant de proximité, les managers ne sont pas partie prenante et n'ont pas pris conscience de l'intérêt d'un dispositif comme celui-ci, tant au service de son organisation de travail qu'au service de l'individu, on aura des freins, on aura des difficultés à mobiliser les salariés. Et puis surtout, quand on parle de parcours de formation, si on prend un exemple d'un parcours Cléa, on va mener des parcours qui s'inscrivent dans le temps. On ne peut pas traiter une situation d'illettrisme en quelques heures. Ça s'inscrit dans le temps. Ni sur un temps très court. On a besoin de faire des élongations, des allers-retours avec la pédagogie, et pour cela, on va basculer sur des parcours de formation adaptés aux réalités des entreprises.
la slide suivante, où on va évoquer les logiques de planning qui vont tenir compte des contraintes et des adaptations de parcours aux contraintes de l'entreprise. On va avoir un exemple, le bâtiment, on va savoir facilement mettre en place des semaines complètes de formation, parce que le rythme de travail peut s'y prêter, lié à l'itinérance des chantiers. Être immobilisé une semaine, c'est faisable. Quand dans l'industrie, on va plutôt être sur des rythmes de 1 jour par semaine. Quand dans la propreté, on va décliner 1 journée par semaine, mais sous l'angle de 2 demi-journées, par exemple. Vous voyez qu'on peut adapter ces choses-là. Par ailleurs, on peut aussi adapter les rythmes de formation à la saisonnalité de l'entreprise. J'ai des exemples d'entreprises où on fait une interruption de formation sur la période de juin à septembre, et on reprend courant septembre parce que sur la période estivale, on sait que c'est compliqué de sortir les personnels en formation, il y a du personnel en congé, il y a des tensions dans l'activité, ou par ailleurs, on peut avoir des situations où on a des campagnes, des activités saisonnières pour lesquelles on va planifier un parcours de formation sur l'année qui va représenter par exemple 25 jours, donc 25 semaines, mais étalé sur une trentaine de semaines pour mener à bien un parcours de type CLEA. Voilà, ça c'est pour toute l'offre de formation. On a dit CLEA, ça s'appelle CLEA, ça peut s'appeler les dispositifs compétences clés, ça s'appelle les dispositifs clés en main, le MCCP en fonction des secteurs d'activité, etc., etc. Ça, ce sont les OPCO et les politiques de branche qui peuvent initier les choses. Pour les parcours collectifs, c'est cela. Et on peut faire de l'inter-entreprise également, dans des dynamiques, puisque ça peut être parfois plus simple de libérer que quelques salariés d'une entreprise, mais de se regrouper avec plusieurs entreprises sur un territoire pour traiter une problématique, dès lors qu'on est dans des environnements de travail similaires. Si on parle des démarches plus individuelles, on a des dispositifs tels que Prépa-Clé. Et là, je vais laisser la parole à ma collègue qui va vous expliquer un petit peu comment on peut traiter aussi de façon plus individuelle des salariés qui rentrent dans des dispositifs de formation. Catherine. Oui, tout à fait. Donc, nous accueillons au CLPS des salariés au sein des dispositifs de droit commun. Donc ici, on va vous parler de Prépa-Clé. Avant toute entrée en formation, il est tout à fait possible, mais pas obligatoire, de passer par un diagnostic qui s'appelle EvaCob. Il s'agit d'un outil en ligne d'évaluation des compétences de base, c'est-à-dire la lecture, écriture, le calcul et le numérique. Il s'agit ici de confirmer ou non une situation d'illettrisme. Pour les modalités, on est sur des rendez-vous individuels de 2 heures maximum et ce diagnostic est financé par la région Bretagne. L'évaluation permet donc de vérifier à partir des domaines CLEA, donc les savoirs généraux et les savoirs appliqués, ce que la personne maîtrise, puisqu'on reste bien évidemment dans la bienveillance et on valorise au maximum ce que la personne sait faire. Donc pendant ces 2 heures d'évaluation, il y a un entretien et l'évaluation en ligne. Et à la fin de cette évaluation, nous rédigeons un bilan individuel qui est détaillé par sous-domaine. Et nous allons également faire des préconisations sur des suites de parcours qui peuvent être soit au sein du CLPS sur le dispositif Prépa-Clé ou d'autres dispositifs du CLPS ou d'autres structures, d'autres organismes de formation plus adaptés en fonction de ce qui aura été vu pendant ce rendez-vous. Si nous faisons des préconisations sur Prépa-Clé, nous avons sur ce dispositif 5 parcours de formation. Celui qui va être le plus adapté pour les personnes en situation d'illettrisme est le parcours 1, insertion socio-professionnelle. Nous proposons jusqu'à 400 heures de formation. Les contrats sont à la carte. Les personnes peuvent accéder, peuvent être sur les séances de formation entre 3 et 30 heures par semaine. Nous sommes sur des entrées et sorties permanentes. Et ce parcours de formation sur un financement région s'adresse à toute personne en recherche d'emploi, en emploi précaire, mais nous accueillons également des salariés d'entreprises comme les SIAE, par exemple.
et le parcours, bien évidemment, est individualisé. Donc, il faut savoir que dans les modalités pédagogiques, donc je vais devoir passer rapidement, mais voilà, on est en tout cas sur de l'auto-formation accompagnée. Donc, il y a toujours un formateur présent en salle. Les ateliers sont également donc individualisés et à la carte. Et vous voyez sur la diapositive, nous avons quelques exemples à Rennes d'ateliers qui ont été ouverts à la demande de certaines entreprises d'insertion comme Blown Up ou l'ASFAD ou Prélude encore. Voilà. Je vais m'arrêter là. Merci, mais vous êtes pile poil dans le timing. Vous aviez Oui. encore 30 secondes, hein. Je pourrais faire plus, mais ce sera suffisant. J'ai pas de doute. Mais après, c'est vrai que l'exercice est un peu frustrant du coup d'être sur un timing limité, mais ce qui permet aussi à tout le monde de participer. Je passe le relais. Merci beaucoup pour votre intervention. Je passe le relais à Myriam Touzeau et Christophe Catelin. Myriam, tu peux prendre la main? Merci. Oui, bonjour. Donc, Myriam Touzeau, je suis conseillère aux actifs au CAPIAT et référente illettrisme dans le cadre d'un partenariat avec la NLCI. Donc, juste pour mémoire, au CAPIAT, donc, c'est l'opérateur de compétences qui accompagne le développement des compétences des salariés dans les entreprises de l'agriculture, l'agroalimentaire, la pêche et les services au territoire. Donc, nous allons bénéficier là du témoignage de Christophe Catelin. Je vous laisse vous présenter, Monsieur Catelin. Oui, bonjour, je suis Christophe Catelin. Je travaille dans l'abattoir de porc JPA à Josselin dans le Morbihan et on effectue des opérations de première, deuxième et troisième transformation. Voilà, et on est 585, 590, voilà, en général, et quelques intérimaires aussi. Voilà, donc vous avez mis en place Pardon, oui, merci. Vous avez mis en place des actions de renforcement des compétences clés, vous en mettez en place depuis déjà longtemps. Est-ce que vous pouvez nous faire un petit historique? Alors, un historique rapide, hein, on a commencé Oui, très rapide. des formations en maîtrise des savoirs fondamentaux en 2012. Hein, c'est assez ancien déjà, et quand je veux dire, le départ de cette décision, c'était la montée en compétences des salariés, la sécurité au poste des salariés, et pour être sûr que tout le monde ait bien compris toutes les instructions au travail, toute la réglementation par rapport à la sécurité, entre autres, hein. L'idée, c'était de savoir lire déjà, et on s'apercevait régulièrement qu'il y avait des difficultés sur certains. Moi, dans mon poste, je suis responsable formation, mais j'anime aussi des formations toutes les semaines pour les nouveaux arrivants. Et on s'apercevait déjà à l'époque que dans les nouveaux qui arrivaient sur le site, et même dans les recyclages et formations hygiène sécurité qu'on pouvait avoir sur le site, il y avait des difficultés pour certains. Et ça se voyait par rapport tout à l'heure, ça a été dit déjà, hein, par rapport à des méthodes de contournement. On n'a pas ses lunettes, on n'est pas bien, on n'est pas trop, on n'a pas de crayon, etc. Voilà. Il y avait toujours des bonnes excuses, et on peut comprendre, hein. Et l'idée, ça a été de mettre quelque chose en place, et on a démarré donc en 2012 avec des groupes. Moi, je suis allé voir les gens, en fait, hein, pour ces premiers groupes-là. Je suis allé voir les personnes pour leur expliquer un peu ce qu'on allait faire et voir s'ils étaient disponibles. Et puis, le premier groupe a entraîné des satisfactions, et les groupes suivants, on en a fait 5 à cette période-là, se sont passés de cette façon-là. Ensuite, on a eu une petite interruption, on a redémarré en 2018, toujours avec le CLEA, hein, et vous me dites si je suis trop long, hein. On a redémarré en 2018 avec le CLEA. Et là, par contre, on a fait, on s'est mis au goût du jour, hein. On a fait plusieurs sessions d'information à tout l'effectif. C'est-à-dire qu'on a passé tout l'effectif avec l'organisme de formation qui est présent dans ce webinaire-là, à l'époque. Et on a présenté le CLEA, comment ça se passait, pourquoi c'était fait, etc. Et à la fin de toutes ces réunions d'information, on a eu 74 personnes qui se sont déclarées. Il y a eu des positionnements,
des positionnements avec évaluation et entretien avec l'organisme de formation, hein. Tout ça, évidemment, hein, avec l'appui total de l'entreprise, des managers, etc., hein. Et suite à ces positionnements-là, bah, on a réalisé plusieurs groupes, hein. On a fait 6 groupes jusqu'en 2022. On a continué quelques groupes pour ceux qui n'avaient pas pu aller jusqu'au bout et valider Cléa. Donc, pour certains, avant les 5 ans, on a recommencé, on a remis quelques journées de formation, etc., pour qu'ils puissent obtenir leur diplôme, parce que l'idée, c'était qu'ils ne restent pas sur quelque chose qui n'a pas été abouti jusqu'au bout, quoi. Ouais, abouti, pardon. Donc, voilà. Et autrement, on fait aussi des formations français langue étrangère pour nos salariés JPA qui sont non francophones. D'accord? Et on en est au 5e groupe, là. Il y en a un qui a commencé ce matin pour 15 journées de formation jusqu'à fin janvier de l'année prochaine. Donc voilà. Voilà un peu comment ça s'articule. Et l'idée des salariés JPA qui sont non francophones, hein, pareil, hein. L'idée de base, c'est la sécurité au poste, c'est qu'ils puissent se sentir bien avec nous, etc. Et plus ils parleront français et mieux ce sera, quoi. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour faire rapide. Les salariés sont embauchés finalement, qu'on leur propose systématiquement une formation hygiène sécurité et que là, ça vous permet de repérer quels sont les salariés qui sont en difficulté avec les compétences clés. Et donc, est-ce Oui, que tout vous à fait. pouvez nous... Oui. Oui, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer donc quelle est leur motivation à entrer en formation lorsque vous leur présentez les dispositifs qui leur permet justement un renforcement des compétences de base? Donc là, Qu'est-ce qui les l'idée, hein, ça, motive? ça, ça va avoir plusieurs aspects, hein, mais comme ça a été dit en début de l'intervention, hein, il y a la partie au travail, hein. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir être bien avec les autres, je veux dire, faire partie du groupe, faire partie d'un atelier, de bien avoir toutes les informations sécurité, mais autres, hein, en même temps que tous les autres salariés qui parlent français, hein, dans l'entreprise, hein. Et puis pour ceux qui ont des difficultés en français, c'est d'apprendre la lecture, pour ceux qui sont français et qui ont des difficultés avec l'illettrisme. Donc ça, c'est la partie là. Après, puis il y a toute la partie, comment je veux dire, par rapport à la vie perso, hein. Ouais. Certains n'ont pas passé de diplôme, on avait envie d'avoir cette reconnaissance à travers Cléa, à travers le FLE aussi, de façon à être, c'est quelque chose de bien pour eux. Ils ont envie d'avoir un premier diplôme, par rapport aussi au fait que la plupart d'entre eux ont des enfants, donc c'est plus facile aussi, éventuellement de faire les devoirs le soir à l'école. Ça les oblige à être au niveau, hein. Et ça, c'est des choses qui nous reviennent assez régulièrement. Et puis, comment je veux dire, par rapport aux managers dans l'entreprise, hein, ça permet aussi, quand les gens vont avoir plus de compétences, plus de connaissances et qui sont plus à l'aise avec le français, eh ben, il peut y avoir, et il y a des évolutions au niveau de l'entreprise, hein. On a des personnes qui vont passer sur de la pesée facturation avec un chariot transpalette. Donc, tout ça, ça nécessite des formations sur le transpalette, sur la pesée facturation. Et donc, cette montée en compétence a vraiment une importance ici sur le site. Et c'est ce qu'on fait depuis une douzaine d'années maintenant sur JPA, quoi. Merci. Donc oui, vous nous avez expliqué quels étaient les effets de la formation. Est-ce que vous voyez d'autres éléments à ajouter sur les effets que vous avez pu Euh, observer, ou peut-être qu'on va répondre aux questions éventuelles? Qu'est-ce que je peux vous dire encore euh, comment je vais dire, les personnes qui arrivent sur le site, nous, le fait de les voir chaque semaine, ça permet de détecter s'il y a un problème après avec eux et puis de leur proposer des formations.
Sinon, dans notre plan de formation, un plan de développement de compétences, chaque année, on fait un point en début, juste avant la présentation aux élus, hein. On fait un point avec chacun des managers pour voir qui serait amené à avoir une formation de ce type-là. Et après, on va faire les positionnements. Et c'est pour ça que aujourd'hui, il y a un cinquième groupe qui commence et il y en aura un autre qui va démarrer dans 2 mois sur le site de JPA. Et du coup, de procéder comme ça, c'est ce qui garantit une implication des managers, puisqu'ils sont justement associés dès le début aux choix qui sont faits. Une fois que la présentation a été faite aux salariés, une fois que le positionnement des salariés qui se sont déclarés, comment je veux dire, a été fait, il faut constituer des groupes et on arrive à constituer des groupes. Pour Cléa, ça va être des groupes plutôt 4, 3, 4, des fois 5 personnes. Pour le FLE, vu qu'on a une population avec des salariés non francophones assez importante, on réussit à avoir des groupes qui sont jusqu'à 10 personnes. Voilà. Ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Et dans le groupe qu'on a commencé ce matin, il y a des personnes qui ont déjà fait des formations français langue étrangère pour ce sujet-là et qui font une deuxième formation pour du perfectionnement, etc. Parce que on a aussi besoin d'eux par moment pour faire des traductions lors de formations, etc. Et donc, du coup, la montée en compétence de tout le monde, ça, c'est vraiment la chose la plus importante, quoi. Merci, Et Monsieur on a formé Catelin. à peu près, depuis qu'on a commencé à faire ce type de formation, on a formé à peu près 118 personnes sur le site, hein. Et on fait aussi il y a quelque chose que vous avez évoqué tout à l'heure. On a cette partie Cléa, on a cette partie FLE qui est importante. Et on a mis en place depuis 2 ans maintenant des formations compétences numériques de base. Parce que là aussi, hein, on a des bulletins de salaire dématérialisés. On a plein de choses qui sont mises dans notre coffre-fort numérique régulièrement, dont les bulletins de salaire. On a notre mutuelle pour laquelle il faut aller sur un portail à Internet et j'en passe, hein. Donc, du coup, on fait aussi cette formation-là de façon à essayer d'élever le niveau au maximum de l'ensemble des salariés du site. Voilà. Merci. Très, très bien, très intéressant. Merci pour ce Monsieur- témoignage. Je crois qu'il y a quelques questions Oui, peut-être voilà. qu'on peut relayer. Peut-être la première, et je trouve qu'elle est intéressante, c'est le rôle de l'OPCO peut-être dans tout ce travail-là. Est-ce que Myriam, Oui, alors nous intervenons pour conseiller l'entreprise sur le travail d'ingénierie à effectuer en amont, et puis bien sûr sur la recherche des financements entreprises et cofinancement. ok, peut-être Monsieur Catelin, si vous avez un mot là-dessus, peut-être sur la recherche de financement, est-ce que c'est sans Écoutez, sans parler chiffres du coup, mais peut-être simplement dire, voilà, est-ce que c'était compliqué, est-ce que c'était long, est-ce alors que pour c'était tout vous dire, hein, fastidieux? pour tout vous dire, il y a financement, eh bien, il y a possibilité de financement à travers notre OPCO, pas de problème, hein. On va faire ce qu'il faut pour avoir ces financements, mais s'il n'y en avait pas, on ferait ces formations quand même, hein. Faut quand même avoir ça en tête, parce que on a besoin que tout le monde monte en compétences, comme je l'ai dit précédemment. Alors c'est vrai qu'avec notre OPCO, on est souvent maintenant sur du FNE, et avec une prise en charge qui va être à peu près à 40%, hein, que ce soit au niveau du coût PEDA, au niveau des salaires et puis des coûts annexes, hein. Donc voilà comment que ça se passe. Bon, c'est vrai que c'est assez précis dans ce qu'il faut faire, hein, et ce qu'il faut rédiger dans les documents. Mais bon, franchement, ça pose pas de problème. Surtout que C'est-à-dire que selon les périodes, on a mobilisé parfois la PROA, parfois donc le plan de développement des compétences, parfois le CPF des salariés. Les Tout à fait. salariés mobilisent leur CPF avec des abondements d'OCAPIAT. Donc en fait, c'est vraiment à la carte selon les projets, les périodes. Et c'est vrai qu'il faut absolument voir avec son conseiller entreprise pour le montage financier. Mais le CLEA, on est plutôt, nous, sur du CPF.
Parce qu'on a commencé comme ça il y a quelques années, et on va dire par équité, on fait comme ça aussi pour les suivants, quoi. Sinon, pour tout ce qui est FLE ou compétences numériques de base, on va être ou sur des financements, plan de développement des compétences du site, ou alors sur du FNE. Voilà. Très bien, merci. Et juste pour vous dire, pour l'année prochaine, et a priori, enfin, c'est ce qui est prévu, hein, on pourra éventuellement, quand on fait les demandes de prise en charge, modifier les noms des personnes, parce que vous voyez, la session qui commence ce matin, hein, le 10 septembre, on l'a prévu et validé et fait une demande de prise en charge acceptée le 31 mars. Donc, entre le 31 mars et aujourd'hui, il peut se passer plein de choses, on peut avoir des manquants, enfin voilà quoi. Donc, il y aura encore plus de souplesse et ça sera encore plus accessible, on va dire. Même si ça l'est déjà, quoi. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Une question peut-être intéressante aussi à vous poser, Monsieur Catelin, c'est est-ce que vous avez identifié, vous, des modifications un peu au niveau de l'engagement, de la fidélisation un peu des salariés qui ont suivi ce type de parcours? Oh bah, pour vous dire, hein, comme ça, devant moi, j'ai tous les groupes qui ont été réalisés, hein. Quelques-uns ont quitté l'entreprise, oui, c'est vrai, hein. Mais la plupart des gens sont ancrés dans un périmètre de 15 km autour, 15 ou 20 km autour de l'entreprise. Euh, et donc, même les salariés qui viennent d'autres pays, hein, habitent dans le coin. Et la tendance, c'est plutôt qu'ils restent ici. Il y a pas de gens, il n'y a pas de personnes qui vont bénéficier de la formation puis partir à la concurrence, par exemple, si c'était ça la question, hein. En général, voilà, et les gens restent ici et il y a une fidélisation aussi grâce à ça aussi, hein. Donc, c'est aussi quelque chose qui est bénéfique pour l'entreprise. Voilà. Je ne sais Et pas si vous j'ai êtes... répondu à votre question. Si. Je ne sais pas, parmi les peut-être co-organisateurs, collègues, si vous avez vu d'autres questions peut-être à relayer, parce que je n'ai pas pu regarder toutes les questions. C'est vrai que Il nous, y avait, on a la possibilité d'avoir, on a un effectif conséquent. Donc, bah, du coup, on fait partie des entreprises qui ont des pourcentages de personnes avec des difficultés, hein, du coup, par rapport à ce sujet. Et donc, on a possibilité d'avoir des groupes importants. Mais malgré tout, depuis le nombre d'années qu'on a commencé ces formations, là, maintenant, ça va se faire, on va dire, au fil de l'eau, avec peut-être un groupe par an et que un groupe. Parce qu'il y a une bonne partie de l'effectif qui a été concerné, qui a été en formation, quoi. Déjà bénéficié d'une Bon, formation. sachant que c'est jamais fini, évidemment. et peut-être deux Monsieur, questions encore pour Monsieur Catelin. monsieur, La Oui. première, c'est finalement comment est-ce que vous avez fait pour repérer les situations d'illettrisme chez les salariés et est-ce que vous les repérez aussi chez les intérimaires que vous pouvez accueillir? Et puis finalement, est-ce que vous avez lancé un dialogue avec les représentants du personnel sur ce sujet? Et puis comment ça se passe? Voilà. Bon, si je commence par la dernière partie de votre question, au niveau du dialogue, il y a dialogue parce que tous les ans, fin novembre, il y a une présentation du plan de développement du compétences euh, de l'entreprise au CSE. Donc, évidemment, là-dessus, c'est expliqué pourquoi on fait les choses, hein. Donc, il y a aucun problème par rapport à ça. Et on a même certains de nos élus qui ont pu suivre des formations, hein. Sinon, pour les salariés JPA, comme je disais quand j'ai pris la parole tout à l'heure, euh, on a des formations hygiène, sécurité, c'est le démarrage des formations quand on arrive sur le site, hein. Donc, on peut voir lors de ces arrivées ou lors des recyclages des formations si les gens ont des difficultés. Euh, je veux dire que toutes les personnes qui rentrent sur le site, que ce soit des intérimaires, des salariés en CDD, CDI, etc., je les vois tous parce que c'est moi qui fais les premières formations. Donc, ils passent tous avec moi. Donc, j'ai un petit peu de recul par rapport à ce sujet-là et je vois bien si ça, entre quelqu'un qui écrit pas bien parce que l'écriture est pas facile à lire et la personne qui a du mal à écrire son nom, etc. Et puis, à la fin de ces formations,
toutes les semaines, eh bien, j'ai quelqu'un au niveau RH qui vient faire un point avec chacun des salariés aussi et des intérimaires. Et donc là aussi, hein, on est à plusieurs à pouvoir dire, bah, tiens, la personne là pourrait avoir besoin. Et du coup, on fait aussi le retour avec les managers, hein, de façon à ce que on les implique complètement là, dans ce sujet-là. Et eux aussi, hein, quand ils ont quelque chose qui... Enfin, s'ils détectent quelque chose, bah, ils vont venir nous en parler, quoi. Voilà un peu comment ça se passe, quoi. On essaie de reboucler en permanence avec différents acteurs si des personnes ont des difficultés. Et c'est vrai que pour quasiment tous ceux qu'on a eu à aller, enfin, à envoyer en formation, sincèrement, on n'a pas eu de difficulté pour les convaincre, hein. Certains peut-être un peu plus que d'autres. Certains n'ont peut-être pas été dans les premiers groupes, mais bon, quand ils ont vu le résultat des autres personnes qui sont passées avant eux et qui ont été en formation, eh ben, il y a eu ce déclic, hein, et ça a déclenché bah, l'envie d'aller en formation. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Catelin, pour ce témoignage. Je vois l'heure qui tourne et malheureusement, du coup, on arrive à la fin un petit peu des prévisions qu'on avait, on avait prévu 1 heure de webinaire, donc on ne va pas vous prendre plus de temps que prévu. Merci beaucoup aux participants, merci beaucoup aux témoins qui ont pris le temps de préparer les interventions. Et je sais que ça prend du temps et qu'en plus, on avait des exigences sur la forme, etc. Donc, merci de vous être plié à l'exercice et à nos exigences. Euh, Peut-être un mot pour finir, Hélène? On vous a préparé avec Karim un petit questionnaire de satisfaction qu'on vous renverra également par mail. Donc, n'hésitez surtout pas à nous dire ce que vous avez aimé et puis vos souhaits et moins aimés peut-être, et vos souhaits de thématiques pour des futurs webinaires. Eh ben, il nous Et puis, reste il nous à vous reste- souhaiter une très belle journée et puis à vous dire à bientôt. Bien sûr, nous restons, bien sûr, tous les membres du groupe de travail, donc OPCO, France Travail, CNFPT, ANSCI, ANFH, la région, les services de l'État, disponibles pour vous renseigner sur toutes ces thématiques donc de mise en place d'actions de formation sur les compétences clés. Merci beaucoup et très belle journée à vous. Merci, Au au revoir. revoir. Merci, au Au revoir. revoir.